du rail, la voie la plus sûre, la plus précise, la plus puissante, la plus économique, la plus confortable et la plus rapide, c'est la tâche que s'est fixée l'Union internationale des chemins de fer, créée il y a un demi-siècle. Né il y a bientôt un siècle et demi à l'échelle provinciale, le rail a très rapidement pris conscience de sa vocation nationale, puis internationale. Il y a déjà un siècle que les représentants de toutes les compagnies ferroviaires organisaient la première conférence européenne des horaires des trains qui sillonnait le continent. Il y a à peine un siècle qu'au Japon, un train circulait pour la première fois et que le premier frein à air comprimé faisait son apparition. Il y a 90 ans que se réunissait la première conférence pour l'unité technique des chemins de fer. Il y a 80 ans, certaines locomotives, pas celle-là, atteignaient déjà le 140 km/h, en remorquant des trains légers, il est vrai. Et pour permettre aux voyageurs de marque de se déplacer dans des conditions de confort insoupçonnées, M. Nagelmaker mit en service, dès 1872, les premières voitures lits, qui permirent la création des grands express internationaux, tels le Saint-Pétersbourg-Monte Carlo Express. Et puis, il y eut la Première Guerre mondiale. La paix revenue, le directeur des chemins de fer roumains, Alexandre Perieteanu, suggère l'organisation d'une union ferroviaire. En 1922, regroupant les grands réseaux européens et limitrophes, l'UIC est créé sous la présidence de M. Alfred Mange, l'année même où les premiers ferryboats relient le rail britannique à celui du continent, et la Flèche d'Or permet aux Anglais de retrouver leur promenade à Nice dans un temps record. De son côté, l'Oiseau Bleu ouvre la voie au train d'affaires. Pour la sécurité des voyageurs, l'UIC se donne parmi ses premières tâches de normaliser et réglementer le freinage continu de tous les trains européens. De leur côté, les voyageurs des grands express rêvent de reconnaître parmi les passagères la fabuleuse Madone des Sleeping. L'Europe ne se survole pas, mais défile au long des rails. À Riga, on peut monter dans un wagon d'où l'on ne descendra qu'à Vladivostok. Les trains courent d'est en ouest, du nord au sud. En Angleterre, les locomotives vont atteindre 184 puis 204 km/h.
Mécaniciens et chauffeurs connaissent le prestige et l'engouement que connaîtront plus tard les pilotes des lignes aériennes. Pourtant, les premiers symptômes se font déjà sentir d'un besoin de renouvellement qui mènera les prestigieuses locomotives à vapeur sur la voie de garage. Expérimentées depuis 80 ans déjà, surtout en Suisse et en Italie, les locomotives électriques sont de plus en plus nombreuses à entrer en service. Et des locomotives à moteur diesel, à l'essai depuis 60 ans en Allemagne, relient Paris à Marseille, pendant qu'une rame diesel fonce à 155 km/h aux abords de Hambourg. Les années folles. Hélas, les trains de plaisir doivent céder la place aux trains blindés. Et à partir de 1939, l'Europe, puis le monde, assistent aux plus effroyables destructions de l'histoire. En 1945, à travers toute l'Europe, tout est à reconstruire. Démobilisés, les cheminots vont retrouver leur vrai rôle. Et l'UIC, le sien, unir et coordonner leurs efforts. À partir de 1959, l'Union devient plus profondément internationale. La présidence, jusqu'alors statutairement française, devient tournante. À Louis Armand succède Heinz Maria Oeftering, premier président des chemins de fer de la République fédérale allemande, puis John Reiter de Grande-Bretagne, qui en 1961 annonce la prochaine installation de l'UIC dans un nouveau siège à la mesure de ses activités. En 1963, Hugo Gschwind, président des chemins de fer fédéraux suisses, en fait les honneurs avec Louis Armand, secrétaire général, qui déclare « Ce bâtiment doit être le lieu où l'on pensera en commun, pour construire en commun, pour apprendre à se connaître et s'estimer davantage. » Accède à la présidence le représentant de la Pologne, le vice-ministre Donat Tarantowicz. Lui succède le directeur des chemins de fer suédois, Erik Upmark, puis Lucien Laterre, directeur des chemins de fer belges. Il cède son siège à Károly Rodoni. Sous la présidence du premier vice-ministre des Communications et des Postes de Hongrie, l'UIC devient une quinquagénaire dont les rails se portent bien et dont les membres animent l'activité de 10 commissions, 5 offices, centres et bureaux et 8 groupes d'études spéciaux. Le résultat de ces multiples actions se lie au fil des rapports comme au fil de l'eau, au fil des rails comme au fil des jours. Ainsi, par exemple, ce mardi, il est 9 h en Belgique. Le navire porte-container des chemins de fer britanniques sera bientôt déchargé. Le terminal de Zeebruges est l'un des multiples centres d'arrivée des containers en provenance d'outre-Manche. Le développement de ce mode de transport est confié à la société Intercontainer qui groupe 20 réseaux européens. Il est 15 h. Nous allons suivre ce train de Zeebruges à Milan via Bruxelles. En code, Zeebruges se dit 88 915 05 et Bruxelles 88 130 03. À la même heure, une autre rame de containers à 80 010 75, c'est-à-dire à Hambourg, part via 80 137 51, c'est-à-dire Brême, en direction de 80 203 49, c'est-à-dire Munich. Toujours ce mardi à 17 h, des containers d'Anvers arrivent à Bruxelles. 3, 62, 79, auto 2. Il est chargé de 41. Reliés au train de Zeebruges, ils formeront le train spécialisé Zeebruges envers Milan. Milan, en code, se lit 83 017 00. Le train s'appellera donc le 88 42 82 21
Et sous cette formule, son acheminement pourra être traité par des ordinateurs qui, eux, sauront clairement interpréter ces chiffres. La codification numérique des itinéraires internationaux des trains de marchandises a été mise au point par un groupe d'études de l'UIC en accord avec l'OSJD. L'attelage, naturellement, est encore manuel, comme il l'est toujours à travers l'Europe. Depuis longtemps, le Japon, l'Amérique et l'Union soviétique connaissent l'accrochage automatique. À son tour, en 1960, l'UIC a créé un Punching Group chargé de mettre au point un attelage automatique perfectionné qui raccordera à la fois wagons, tubes pneumatiques et conduites électriques. Les essais s'achèvent. Actuellement, la mise en place de l'attelage automatique est prévue pour les années 80. Mardi 19h. À l'heure où l'Edelweiss TEE Zurich Amsterdam entre en gare, le 88 428 235, etc., part en direction de Bâle et Milan via Namur. Là, le TEE Paris-Roure précède de peu notre train, le Zeebrugge-Milan. 22h, c'est l'heure du Trans-Europe Container Express, le TECE Cologne-Paris. Le Trans-Europe Express depuis 1957, le Trans-Europe Express Marchandises depuis 1961, le Trans-Europe Container Express depuis 1970 sont tous nés d'études faites au sein de l'UIC. Ce mardi de novembre, 29 liaisons TEE ont sillonné l'Europe et durant cette nuit de mardi à mercredi, aux heures où les transporteurs routiers relâchent l'accélérateur, des milliers de containers et wagons foncent sur tous les rails. Mercredi matin, après avoir traversé la Belgique, le Luxembourg et la France, le Zeebrugge-Milan arrive à Bâle, un des nœuds ferroviaires de l'Europe. À Bâle siège la direction d'Eurofima, création destinée à faciliter le financement des nouveaux matériels, ainsi que les directions d'Intercontainer et d'Interfrigo. À Bâle, comme en de nombreux autres centres, des agents contrôlent les groupes diesel des 350 containers, auxquels s'ajoutent des milliers de wagons frigorifiques ou réfrigérants. À 9h45, ce mercredi, le Zeebrugge-Milan va quitter le terminal de Bâle en direction du Saint-Gothard. 1972, cinquantenaire de l'UIC, est aussi le centenaire de l'ouverture des travaux de cette voie et du tunnel du Gothard, dont les 15 km sont devenus une des grandes artères du trafic européen. Chaque jour, à plus de 1100 mètres d'altitude, par n'importe quel temps, 250 trains venus de tous les pays d'Europe peuvent, grâce à lui, atteindre ou quitter l'Italie. Ce mercredi soir, c'est au tour du Zeebrugge-Milan de se hisser vers le tunnel. Jeudi, à 0h30, il entre au terminal de Rogoredo, gare de containers de Milan. Dès le petit matin, à l'heure où les premiers trains quittent la gare centrale, au terminal de Rogoredo, comme dans toute l'Italie, comme dans toute l'Europe, comme dans le monde entier, des trains se forment ou se transforment. Déjà, l'UIC, en 1953, a créé la communauté ou pool des wagons Europe. C'est un matériel normalisé, exploité en commun par plusieurs réseaux, dont on compte aujourd'hui quelques 310 000 unités. Et, en 1968, s'est terminée l'opération de marquage uniforme, action commune à l'UIC et à l'OSJD. Ce marquage uniforme permettra bientôt de supprimer les fastidieuses lectures.
Déjà, l'ORE, Office de recherche et d'essai, fait étudier différentes méthodes de lecture qui permettent la transmission et la transcription immédiate au centre de triage. Cette méthode-là utilise la lecture électronique, celle-ci, la lecture magnétique. Le triage automatique est pour demain. Le rail est entré dans l'ère de la cybernétique. L'ORE, installé à Utrecht, est un des offices gérés par l'UIC. Il coordonne toutes les recherches menées par tous les réseaux ferrés pour améliorer gestion, sécurité, vitesse et confort des chemins de fer. Mais ce jeudi, revenons à Milan, où certains containers sont encore loin de leur destination. Leur terminus est Naples. Au départ de Milan, le Setebello est le train préféré des touristes. Grâce au billet forfaitaire Rail Pass, les touristes d'outre-Atlantique peuvent circuler librement sur une grande partie des lignes européennes. Le Rail Pass a été étudié par des organes de l'UIC. C'est Naples. 2 jours séparent la mer du Nord des pieds du Vésuve. Grâce à l'UIC, les marchandises ne vont plus de gare en gare, mais de rivage en rivage. Bientôt même, la gare de Téhéran, reliée depuis peu à celle d'Istanbul, ne sera qu'une étape sur la voie ferrée qui reliera directement l'Europe aux rives de l'océan Indien. Plus à l'est encore, le Japon, où certains trains roulent à plus de 200 km/h de moyenne. Le Japon, via l'immense Sibérie, est relié à l'Europe. Conçu initialement à l'échelle européenne, l'UIC regroupe plus de 50 réseaux. « 32 milliards de voyageurs kilomètres en une année, ceci représente 568 millions de voyageurs transportés effectivement par les trains de la SNCF. Le trafic marchandises, exception faite des bagages et de la poste, révèle pour la même année plus de 53 milliards de tonnes kilométriques taxées, soit 13 200 000 wagons chargés et entrées chargées. Mais parmi ces trafics normaux qui roulent inlassablement sur les 39 000 km de voies des chemins de fer français, il y a des convois peu ordinaires et même parfois tout à fait exceptionnels. Cet énorme tube de 140 tonnes, de près de 25 mètres de longueur et de 2,50 m de diamètre, est une tour de lavage construite par la société Alstom à Belfort et destinée aux usines pétrolières de là. C'est uniquement par voie ferrée que ce lourd chargement reliera les pays enneigés de l'Est de la France aux 12 contrées méridionales. Dijon, Tours, Poitiers, Bordeaux seront les étapes de ce long itinéraire de 1171 km. Les problèmes posés pour la bonne marche de ce convoi spectaculaire furent aisément solutionnés par le Bureau des transports exceptionnels de la SNCF. En raison de sa longueur et de son poids, cette tour a dû être placée sur 2 bogies spéciaux et fut fixée sur 2 berceaux, reposant eux-mêmes sur les bogies,
par l'intermédiaire de 2 traverses pivotantes. Lac, enfin, où ce monstre d'acier va trouver son plein emploi et participer à sa façon au développement de cette vaste et moderne entreprise française, la Société nationale des pétroles d'Aquitaine. Ne croyez pas que cet engin bizarre soit une fusée interplanétaire qui va prendre place sur l'aire de lancement. Ce n'est qu'un wagon mélangeur destiné au transport de la fonte en fusion. En effet, plusieurs usines sidérurgiques françaises effectuent, avec l'aide de la SNCF, ces curieux transports sur de petits parcours. Ainsi, du haut fourneau à l'usine utilisatrice, la baisse de température du métal liquide est très faible. Ceci constitue un gain considérable de temps et de combustible. On utilise pour ces transports des engins de construction spéciale dont les parois sont doublées intérieurement d'isolants réfractaires. La charge utile autorisée est 109 tonnes. Le poids total sur rail, 214 tonnes. Chaque wagon est surmonté d'une coupole qui sert au chargement de la fonte liquide. Le métal en fusion qui sort du haut fourneau coule dans un caniveau de sable, tel une guirlande luminescente. Lorsque la fonte liquide et rougeoyante pénètre à grand flot dans les wagons, sa température est de 1400 degrés environ. Le laitier qui surnage sur la coulée est récupéré et versé dans des poches pour être utilisé sous diverses formes. Sans perdre un instant, le train spécial prend le départ. À l'usine utilisatrice, la fonte liquide est à 1310 degrés. Elle n'a donc perdu au cours du trajet que 90 degrés, différence de température relativement faible. Les wagons spéciaux ont la possibilité de faire basculer la poche sur son axe longitudinal pour permettre l'évacuation de la fonte au déchargement. Dans un fantastique feu d'artifice, le métal en fusion est reçu dans des wagons poches et sera immédiatement dirigé vers les convertisseurs pour y être traité. En un an, 183 264 tonnes de métal en fusion furent ainsi transportées entre diverses usines sur des parcours atteignant jusqu'à 15 km. Depuis quelques années, les lingots chauds sont transportés entre les usines sidérurgiques dans des containers spéciaux. Ce procédé supprime l'obligation de refroidir les lingots pour le transport entre les usines de coulée et d'usinage. Il évite les risques de modification dans la qualité de l'acier au cours de ces refroidissements. Il évite aussi le réchauffage de ces lingots froids remis au laminage et qui immobilisent les fours pendant de longs jours en exigeant une grosse dépense d'énergie. Ce container, dont la partie supérieure s'ouvre automatiquement par l'action de vérins pneumatiques, est efficacement calorifugé intérieurement par une couche en béton de vermiculite.
Il va recevoir 2 lingots portés à la température de 800 degrés, qui tour à tour, dégagés de leur moule, vont être saisis par les puissantes mâchoires d'un pont roulant pour leur transfert dans le conteneur. Les 2 lingots ne doivent pas ici dépasser le poids total de 18 500 kg, charge permise au conteneur. Cependant, d'autres aménagements peuvent recevoir de plus fortes charges. Aussitôt mis en place, les lingots sont recouverts par la partie supérieure du conteneur qui vient fermer hermétiquement celui-ci. Et c'est ainsi que s'opère le chargement de plusieurs wagons qui bientôt seront incorporés dans un train de marchandises régulier et acheminés vers leur destinataire. Si ce transport de lingots avait sa place il n'y a pas très longtemps encore, parmi ceux un peu exceptionnels, il est aujourd'hui devenu courant et tout à fait normal. Car en 1959, 28 800 tonnes de métal chaud furent ainsi transportées. À leur arrivée à l'usine destinatrice, les lingots vont être aussitôt déchargés et dirigés sur les ateliers de traitement. Leur température a baissé de façon tout à fait insignifiante sur de courts trajets, car on a constaté que sur un parcours de plusieurs heures et de près de 100 km, les lingots chargés à 770-800 degrés révélaient une température à l'arrivée variant entre 725 et 730 degrés. Cette imposante pièce mécanique, largement colorée, est le rotor destiné à la première turbine française, utilisant l'énergie des marées, provisoirement installé dans un ancien bassin de radoux du port de Saint-Malo. Construit à Grenoble, cet élément essentiel de la turbine ne pèse pas moins de 90 tonnes. Son diamètre est de 3,50 m et sa longueur atteint 7 mètres. Son transport va s'effectuer entièrement par voie ferrée. C'est une traversée de la France de sud-est en nord-ouest que va accomplir notre voyageur de marque sur plus de 1000 km. Après Chambéry, Dijon, la banlieue parisienne, d'autres villes encore salueront tour à tour son passage. Que de soins apportés pour le transport de cet enfant chéri de l'industrie hydroélectrique. Cela se conçoit aisément, puisque son sort est étroitement lié aux destinées d'une nouvelle branche de la production de l'électricité, l'énergie marémotrice. Saint-Malo. La patrie des corsaires n'accueille plus aujourd'hui des Duguay-Trouin ou des Surcouf victorieux et couverts de gloire au retour de longues courses sur les océans. Les temps ont changé, et si les vieux remparts, témoins d'une autre époque, rappellent les gloires passées, ils pourront d'ici peu, avec les Malouins, fêter une nouvelle victoire de l'homme sur l'élément, l'asservissement de la formidable puissance des marées au bénéfice de l'humanité. L'installation d'essai, qui développera 9000 kW sous une différence de niveau de 5,50 m, peut être considérée comme le prototype du futur barrage-usine de l'embouchure de la Rance. Ce dernier engin, appelé absorbeur, et destiné à la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, constitue dans ce genre de transport une sorte de record. Long de près de 31 mètres, d'un diamètre de 2,75 m
Il accuse le poids coquet de 216 tonnes. Son transport entre Arles et Lac est assuré sur un couplage composé de châssis de wagons équipés de berceaux pivotants. Au départ d'Arles, le mastodonte métallique a été recouvert de bâches isolantes au néoprène pour permettre une circulation sans danger sur les lignes électrifiées. On passe à Montpellier, capitale universitaire du Languedoc. Puis c'est Frontignan et son vin de muscat réputé. Le convoi longe maintenant les importantes installations de raffinage de pétrole installées dans les environs de la petite ville de Sète. Puis, franchissant un canal sur un moderne pont-levis métallique, il se dirige maintenant vers Béziers. Roulant dans la plaine languedocienne, on peut se rendre compte ici de l'importance et de l'étendue de ce spectaculaire transport. La cathédrale Saint-Nazaire, véritable forteresse de Béziers, témoin de la croisade des Albigeois, reste indifférente aux progrès qui passent. Puis c'est Narbonne, capitale incontestée du vignoble languedocien, et un des plus grands centres de transit français pour les transports vinicoles. Voilée de brume au fond de sa vallée, Lourdes, centre mondial de pèlerinage, est bientôt franchie. Et voici Lac, le terminus. Sans aucun incident, l'extraordinaire convoi a parcouru les 583 km de son trajet en 29h26, arrêt compris, soit 16h40 de marche effective à la moyenne de 35 km à l'heure. Ce transport exceptionnel offre un nouveau record à la SNCF, celui de la plus lourde charge indivisible transportée par fer. En pénétrant dans les installations de l'usine de Lac, la vue se porte sur un curieux décor, tout jaune, tandis que l'odorat se trouve surpris par l'âcreté de l'air. Le soufre, à l'état liquide issu des unités de raffinage, il est projeté sur les aires de stockage où il se solidifie au contact de l'atmosphère. Le gaz de Lac étant très sulfureux, la production du soufre vient en deuxième position. Les produits obtenus en traitant 1 million de mètres cubes de gaz sont les suivants. 600 000 mètres cubes de gaz sec, 200 tonnes de soufre, 10 tonnes de propane, 10 tonnes de butane et 35 tonnes d'essence. Avant l'exploitation du gisement de Lac, les transports de soufre par chemin de fer étaient relativement peu importants. En 1957, 67 400 tonnes seulement ont été remises aux lignes de la SNCF. Cela résulte de ce que le soufre provenait surtout d'importations par mer, que les usines et raffineries sont installées dans les ports et qu'elles en réexpédient une partie importante par des voies concurrentes et également sous d'autres formes que le soufre brut. L'exploitation du gisement de Lac s'étant développée beaucoup plus rapidement qu'il n'était prévu, et sa production en soufre dépassant largement le volume de nos besoins intérieurs, une assez forte proportion peut être destinée à l'exportation. C'est pourquoi une installation mécanique tout à fait moderne de chargement en wagon fut construite dans l'enceinte de l'usine. Poussé par un bulldozer, le soufre pulvérulent tombe dans une trémie sous laquelle passe une bande transporteuse qui va le hisser jusqu'à la tour de chargement. Le train de 24 wagons trémies est chargé automatiquement par un dispositif répartiteur de la charge qui est de 1200 tonnes.
Ce système de chargement ultramoderne et rapide évite d'autre part toute perte du produit au cours de la manutention. Aussitôt chargé, le train prend le départ pour le port de Bayonne-Blampignon, où il va remettre son chargement entre les mains des navigateurs. En 7 mois, 4 775 de ces véhicules ont transporté 227 162 tonnes de soufre qui ont été expédiées par bateau vers des ports français et vers des pays étrangers tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Benelux, etc. En outre, toujours dans la même période, 5092 wagons tombereaux de la SNCF ont été chargés à Lac pour Bayonne et d'autres destinations comme Marseille, Bordeaux, Toulouse et bien d'autres villes encore, ce qui porte le tonnage transporté à 348 743 tonnes de soufre. Bayonne, plaque tournante de l'exportation du soufre de Lac. Pendant que vont se dérouler les opérations de transit entre le train et le bateau, qu'il nous soit permis de regarder l'avenir avec un optimisme confiant. Car selon les prévisions de la Société nationale des pétroles d'Aquitaine, lorsque le taux de production atteindra 20 millions de mètres cubes de gaz brut par jour, le tonnage de soufre sera de 1 400 000 tonnes par an, dont 1 250 000 seront expédiés à l'installation portuaire de Bayonne-Blampignon par train complet de 24 wagons trémies et de 1200 tonnes de charge, soit 25 000 wagons. Le complément sera expédié en wagons tombereaux vers les destinations intérieures. Pendant que le soufre est chargé dans un bateau pour quelques destinations lointaines, et en terminant ce tour d'horizon sur les transports exceptionnels et spéciaux par voie ferrée, on peut dire que la SNCF ne recule devant aucun problème de transport, quel qu'il soit, restant ainsi au service de la communauté. L'effort de traction que les locomotives peuvent exercer pour remorquer un train de marchandises du service commercial est limité par les attelages. Les attelages actuels sont à vis et s'accrochent à la main. Ils ne peuvent donc pas être très lourds ni très résistants. Il est prévu dans l'avenir d'augmenter l'effort possible par l'utilisation de l'attelage automatique, actuellement en essai. Celui-ci, se manœuvrant seul, peut être plus robuste, mais l'application de l'attelage automatique demandera du temps. La longueur d'un train de marchandises est techniquement limitée par les possibilités du frein. Les actions de serrage et de desserrage, commandées depuis la tête du train, sont lentes. Grâce à la télécommande, on répartit les locomotives dans le train. On peut pratiquer de grands efforts car il ne s'exerce plus depuis la tête seulement. Le freinage est rapide, la commande est en simultané en plusieurs points. Les trains peuvent être longs et lourds tout en ne comportant qu'un conducteur en tête. Il en résulte une économie de personnel et un accroissement de la capacité des lignes. C'est le train cargo.
L'équipement de télécommande est monté sur des locomotives de la série BB 16500. Il comporte un ensemble d'amplificateurs magnétiques relatifs aux prises d'ordres effectuées sur le circuit de commande de la locomotive, un ensemble de relais assurant le transfert des ordres sur le circuit d'exécution, une armoire groupant les 165 cartes électroniques qui réalisent les commutations à partir des circuits de base logiques usuels. Le coffret de transmission qui fait suite groupe les dispositifs haute fréquence. Il comporte d'une part le bloc d'alimentation, d'autre part des circuits réalisés au moyen de cartes imprimées. Chacune des deux cabines est munie d'un pupitre annexe donnant au conducteur l'état de signalisation des locomotives asservies. Sur la toiture des locomotives sont installés deux dispositifs permettant le transfert du courant porteur haute fréquence sur la caténaire. Un cadre émission et un cadre réception assurent le couplage inductif. Un dispositif capacitif permet le couplage direct sur la ligne 25 kV. L'isolement de ce circuit est prévu pour 100 kV. Par ce double système, on s'affranchit, dans une certaine mesure, des variations d'impédance de la caténaire. Un dessin animé fera mieux comprendre comment fonctionnent les équipements. Schématisons l'équipement d'une locomotive. En position pilote, le dispositif capteur d'ordre, l'ensemble de commutations logiques, le coffret de transmission et ses deux moyens de liaison haute fréquence, le cadre émission, le pantographe. En position asservie, l'équipement est le même, puisque les locomotives doivent pouvoir être utilisées indifféremment en pilote ou en asservie. Toutefois, dans cette dernière fonction, le récepteur d'ordre, comportant les relais terminaux, remplace le dispositif capteur d'ordre. Les différentes informations échangées par les locomotives sont contenues dans un message. Ce message est constitué d'une suite de moments dont on peut caractériser la présence par l'état 1 et l'absence par l'état 0. Tout d'abord, le début du message. Il synchronise les circuits logiques de toutes les locomotives à la réception du message. Il comporte 10 moments. Puis, la partie en tête, indiquant l'adresse de la locomotive et la nature du message, télésignalisation, télécommande, exécution, numéro du texte demandé. Elle est formée de 15 moments. Enfin, la partie la plus longue, le texte du message proprement dit. À chaque moment correspond une commande. Au total, ce texte comporte 25 moments. En réalité, certains moments ne servent qu'à vérifier la correction du message. 5 moments forment un caractère, et le dernier moment, appelé de parité, ne sert qu'au contrôle. Il est choisi de façon telle que le caractère comporte un nombre impair de moments à l'état 1. Enfin, un dernier caractère, dit de redondance, assure un contrôle supplémentaire du texte. La durée d'un moment est de 3,33 millisecondes, et la durée totale du message est donc de 167 millisecondes. Supposons que le conducteur veuille mettre en service le disjoncteur. Schématisons les équipements qui vont intervenir. Localement, sur la locomotive pilote, l'ordre est donné par la mise sous tension d'une bobine d'enclenchement.
Le disjoncteur se ferme. En même temps, cette mise sous tension change l'état du transducteur correspondant. La locomotive émet un message vers la locomotive asservie. La locomotive asservie reçoit ce message, le décode, conclut qu'il faut fermer le disjoncteur, mais n'exécute pas cet ordre. Elle le garde en mémoire. Elle retourne le message à la locomotive pilote. La machine pilote compare le message émis et le message reçu. S'il n'y a pas discordance, la locomotive pilote envoie un ordre d'exécution vers la locomotive asservie. Le relais terminal correspondant s'excite. Le disjoncteur et son sectionneur associé se ferment. La locomotive asservie renvoie alors un dernier message vers la locomotive pilote, message de compte-rendu d'exécution, qui remet les équipements à disposition. Effectuons maintenant une démonstration de télécommande à l'aide de ces deux locomotives. Sur la BB 16673, le conducteur met en service l'équipement télécommande en position asservie. Cette locomotive recevra et exécutera les ordres de la locomotive pilote. La mise sous tension de l'équipement terminée, le conducteur se rend sur la locomotive BB 16674 où il va effectuer des manœuvres identiques mais en conditionnant l'équipement pour la fonction pilote. Le conducteur établit la liaison haute fréquence. Il commande tout d'abord la montée des pantographes, ferme le disjoncteur, desserre les freins, choisit ensuite le sens de la marche, puis commande le premier cran de marche. La signalisation confirme la bonne exécution. La locomotive asservie démarre seule car, pour la démonstration, les moteurs de la locomotive pilote ont été isolés. Un deuxième cran de marche. Le manipulateur est ramené à zéro. Le conducteur actionne le frein. La locomotive asservie s'arrête. Le conducteur change le sens de marche, puis débloque le frein. Il commande quelques crans de traction et fait docilement revenir la locomotive à côté de sa machine pilote. Ceci n'était qu'une démonstration. L'utilisation rationnelle de la télécommande consiste à incorporer les locomotives dans un train. Première méthode, la locomotive pilote naturellement en tête du train puisque le conducteur est à son bord. La première locomotive asservie est placée au milieu du train.
Le conducteur contrôle sa vitesse en réglant ses crans de marche. Il vérifie toujours la bonne exécution à distance de ses ordres sur le pupitre auxiliaire. La dernière locomotive asservie, située en queue de ce train expérimental, passe, cabine ouverte, recevant à plus de 1000 mètres de la locomotive pilote les ordres auxquels elle obéit passivement. Le processus d'échange de messages entre les trois locomotives est le suivant. La locomotive pilote transmet les messages successivement à la locomotive asservie numéro 1, puis à la locomotive asservie numéro 2. La transmission des messages de signalisation est cyclique. La locomotive pilote interroge la première asservie qui, en retour, envoie son message de signalisation. Puis, la locomotive pilote interroge de la même façon la seconde locomotive. Et le cycle, dont la durée totale est de 500 millisecondes, se répète indéfiniment. En cas de mauvais fonctionnement ou d'interruption de ce cycle, une signalisation d'alarme apparaît sur le pupitre annexe de la locomotive pilote. Les locomotives asservies se mettent en simple véhicule, frein en position neutre. Autre méthode d'utilisation de la télécommande. La locomotive pilote est naturellement toujours en terre. Les deux locomotives asservies en queue. Cette dernière méthode convient bien pour les trains lourds, mais de longueur normale, comme ce train de minerai de 4200 tonnes qui circule ici à 80 km à l'heure sur le profil accidenté de l'artère nord-est. Ces deux méthodes ne sont pas les seules possibles. Chaque locomotive télécommandée peut diriger une seconde machine couplée par les fils conventionnels d'unités multiples. Des trains de 6 locomotives peuvent alors être constitués et les charges remorquées dépassent alors 10 000 tonnes en rampe. En résumé, au lieu d'avoir plusieurs trains qui se suivent, on peut les souder entre eux. Et c'est toute une gamme de possibilités nouvelles, riches d'avenir, que permet cette technique de la télécommande.